Bonjour à tous. On va démarrer donc ce séminaire du jeudi qui est un séminaire qui a démarré à l'automne dernier. C'est un séminaire qui a démarré à l'automne dernier et qui est dans le cadre de Polytech Paris-Saclay. L'idée, c'est que les personnels de Polytech Paris-Saclay puissent présenter leur activité. Et donc, on a la chance d'avoir des collègues qui veulent bien présenter ces activités-là à peu près mensuellement. Alors, ce sont parfois des activités purement de leur recherche, d'autres fois, ce sont des activités qu'ils mènent en parallèle. Et donc, ça permet de donner un aperçu à tous, étudiants, collègues, puis on a élargi plus largement à l'université, de donner à tous un peu un aperçu de toutes ces activités riches qui existent au sein de notre école. Alors, aujourd'hui, on accueille Emmanuelle Frenou. Emmanuelle a un problème de connexion. Et le temps qu'elle se reconnecte, je vais la présenter. Donc, Emmanuelle est une enseignante chercheur de Polytech Paris-Saclay. Elle enseigne essentiellement dans le département informatique de l'école, qui comprend 4 spécialités. C'est un des départements, une des spécialités, l'informatique. Elle enseigne à différentes filières, étudiantes, apprentis, formation continue. Elle a aussi pas mal de responsabilités au sein de l'école. Et elle est chercheure au LIMSI, qui est le laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Et au travers de son activité en informatique, elle mène également des activités importantes en liaison avec l'environnement et en particulier l'impact environnemental de tout ce qui est lié au numérique. Donc, elle va vous présenter ses activités dès qu'elle aura pu nous rejoindre. Du coup, bonjour ou rebonjour, suivant les personnes que j'ai vues ou pas. L'objectif de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est de parler de l'impact environnemental du numérique. Et on va l'aborder plutôt par l'angle qu'on ne connaît pas habituellement ou moins, c'est-à-dire l'angle des matières premières, tout simplement. Alors juste pour entrer dans la présentation, la première chose que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser directement dans le chat. Dans mon idée, c'est mieux si on interagit. Et moi, je vais vous poser aussi des questions au fur et à mesure, histoire que les choses se passent mieux. Une rapide présentation donc du coup du GDS Eco-Info dont je fais partie. C'est un groupement de services du CNRS qui existe depuis 2006. En tant que GDS depuis 2012, moi j'en fais partie depuis 2018. Il est soutenu à la fois par l'INE et par l'INS2I. Et c'est un groupement d'une 50aine d'ingénieurs, d'enseignants et enseignantes, chercheurs et chercheuses, et également d'étudiants, tous dans l'ESR, mais ils ont la particularité, ces gens-là, d'être répartis partout en France et de travailler dans le GDS à côté de leurs travaux de recherche pour réduire les impacts négatifs sur l'environnement des DIC et pour les évaluer également. Voilà pour le contexte. Un deuxième point de contexte dont je voulais parler, donc j'en ai mis qu'un seul, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. Le jour du dépassement, c'est le moment où, dans un pays ou dans le monde, on va dépasser les ressources annuelles de la planète pour l'année. Donc ça peut être aussi bien les ressources en termes de capacité de production d'eau, de culture, ça peut être les ressources minières. Alors on voit que évidemment,
Suivant les pays, le jour du dépassement n'est pas tout à fait le même. Le Qatar dépasse très très vite. La France en 2019 a dépassé fin juillet. Et puis il y a d'autres pays, comme l'Indonésie ou l'Équateur, qui restent au niveau auquel on était, nous, en 1970, c'est-à-dire quasiment une planète par an. Ce qu'on constate quand même sur ce jour du dépassement, c'est que le confinement de 2020 a fait reculer ce jour du dépassement de 3 semaines en France. Donc ça veut dire que on a dépensé moins, notamment en termes de gaz à effet de serre, entre autres. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, je vous pose une première question. D'après vous, combien est-ce qu'il y a d'écrans par foyer en France? Pour commencer à parler de numérique, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et sachant qu'un foyer, c'est au sens de l'INSEE, c'est 2 personnes et demie. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'écrans? On compte tout, hein, les télés, les PC, les téléphones. Pascal est optimiste, Yves un peu moins, Cyril aussi. Alors les statistiques, si on les regarde, alors c'est un peu dense, mais ça nous dit qu'on est à peu près à 6,4 écrans par foyer. Et ce, dès 2014, et ça a assez peu bougé. On parle d'écran ici, hein, pas forcément de matériel, enfin de tout ce qui est matériel connecté, seulement ce qui a des écrans. En 2014, on avait quand même un tiers des foyers qui avaient déjà une télévision, plus un ordinateur, plus un téléphone mobile, plus une tablette. Et l'évolution des chiffres en 2016 reste à peu près 6,4 écrans par foyer. Donc je rappelle, un foyer, c'est 2 personnes et demie, donc c'est assez peu de monde finalement. Ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est le petit graphique qui est là en bas, qui nous donne le nombre de contacts médias et multimédia par jour et par personne. Et ce, en fonction des âges. Donc en haut, les 13 ans et plus, et puis en dessous, les 18-24 ans, donc la génération de nos étudiants. Et on voit quand même un bond de plus 55% entre 2005 et 2013. Donc on voit qu'on est dans une génération qui est de plus en plus connectée. Si on regarde des chiffres un peu plus récents, donc ça c'est des chiffres qui viennent du baromètre du numérique de 2019, hein, c'est tout frais, on voit qu'on a 33% des foyers pour lesquels on a soit ordinateur plus, pas des foyers, mais des personnes ici de plus de 12 ans, où on a un ordinateur plus un smartphone plus une tablette, ou bien un ordinateur plus un smartphone. Ça veut dire qu'on a plus de 60% des personnes de plus de 12 ans en France qui possèdent à la fois au moins un ordinateur et un smartphone. Et quand même 30% qui sont à 3 matériels connectés, dont au moins un pourrait être considéré comme redondant. Donc on voit aussi, si on regarde sur 2019-2018, que ça commence à stagner et qu'effectivement, on va probablement rester sur des chiffres comme cela pour ce genre de matériel. Ce qui est intéressant à regarder aussi, c'est la proportion d'internautes, toujours en 2019, donc il y a à peine plus d'1 an, par tranche d'âge. Et on voit que, sans surprise, ce sont les jeunes qui sont les plus hyper connectés, hein, entre 12 et 24 ans, et puis vient la génération des gens qui travaillent. Mais on est quand même à plus de la moitié des personnes de 70 ans et plus qui sont internautes. L'autre chose intéressante qu'on constate, c'est qu'on a 86% de la population française qui a une connexion Internet fixe à domicile. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement une connexion qui est liée à l'école, au collège ou au lieu de travail, mais qu'on a quand même 86% de la population française qui a accès à Internet. Et si on regarde les chiffres de 2000, donc il y a à peine 20 ans, on n'avait que 14% de la population française qui avait une connexion fixe Internet à domicile. Et on a 30% de cette population française qui a la fibre. Donc après, on peut se poser la question du type de connexion et de l'efficacité. Et on a 36% de la population qui a un abonnement Internet qui va donner accès à de la vidéo à la demande, à des films à volonté. Et ça, par contre, ça a augmenté très vite, puisqu'en 2016, il y avait seulement 20% de la population qui avait ce genre d'abonnement. Alors, on n'a pas les chiffres de 2020, ça sera intéressant de les regarder. Et si on fait un petit tour sur ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les équipements connectés
augmente énormément. Alors, ça, c'est donc, on était à 18,4 milliards en 2018 et les projections de l'ARCEP et de Cisco, c'est 29 milliards en 2023, dans quelques jours. Et en Europe de l'Ouest, qui fait partie des zones géographiques les mieux équipées, on passerait de un peu plus de 5 équipements connectés par personne à plus de 9 en 2023. Donc les équipements connectés, du coup, c'est plus seulement les écrans, ça va être les montres, ça va être un peu tout, ce qui va se connecter à Internet de façon plus ou moins visible ou consciente. Ce qu'il faut voir, du coup, c'est qu'on va quasiment doubler entre 2018 et 2023, en 5 ans. On n'est pas tout à fait au double, mais on n'en est pas loin. Ce qui est encore plus intéressant, c'est d'aller regarder le taux d'équipement en fonction des zones géographiques. Si on regarde le rapport du Shift Project qui date de 2018, un Américain, donc une personne et non pas un foyer, avait à peu près 10 périphériques numériques connectés et consommait 140 gigas de données par mois. Alors qu'un Indien, lui, possédait un seul périphérique numérique connecté et consommait 2 gigas de données par mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ces matériels, ils sont consommés par une petite partie de la population et les données qui transitent de certaines parties du globe seulement vers d'autres parties du globe très restreintes. Donc l'impact du numérique, il est quand même très lié aux pays développés. Ce dont il faut avoir conscience, c'est que cette explosion de matériel, elle est très liée à l'arrivée des objets connectés. Alors, la première fois que j'ai fait une présentation de ce type-là, j'ai été chercher objets connectés sur Internet. Alors, on connaît tous les montres, les voitures intelligentes, les téléphones qui passent des commandes tout seuls. Il y a aussi des chaussettes intelligentes. Moi, je trouve ça génial parce que j'ai pas encore compris à quoi ça sert vraiment. Mais en tout cas, il y a ça, on nous le vend et c'est blindé de capteurs et ça a des échanges de données. Alors, on peut effectivement manger bio et avoir tous ces écrans et des chaussettes connectées, le tout ensemble. Bien sûr, ça n'est pas forcément contradictoire. Les points communs entre tous ces objets, ils sont assez simples à identifier. C'est qu'on a des composants électroniques, on a une connexion à Internet, ou en tout cas une connexion qui permet un échange de données, qui peut être du Bluetooth en local. Et on a un impact sur les ressources écologiques. Et cet impact, finalement, il se produit avant usage, au moment de la fabrication, pendant l'usage, quand on consomme, entre guillemets, le matériel, et après usage, quand ce matériel devient un déchet et est recyclé ou pas. Alors, les parties auxquelles on va s'intéresser aujourd'hui, parce que j'ai pensé que probablement vous connaissiez déjà en grande partie l'impact de l'usage même de ces matériels, je me suis dit qu'on pouvait se concentrer sur la fabrication et les déchets. Qu'est-ce qui se produit quand on va fabriquer un matériel électronique et quand on s'en débarrasse ensuite en décharge? Du coup, si on regarde le cycle de vie, si on fait une ACV, on va s'intéresser à tout ce qui se passe sur l'environnement avec une série d'indicateurs qui prennent en compte aussi bien les matières premières et leur extraction que la phase de fabrication et donc les procédés qui permettent de mettre en forme le matériel, les transports, puisqu'on sait bien que les matières premières ne sont pas à l'endroit où on va fabriquer les composants, qui eux-mêmes sont fabriqués à un endroit qui n'est pas forcément le même que celui où on va les assembler, et ainsi de suite. Et puis le transport jusqu'au lieu d'utilisation et jusqu'à la fin de vie. Et cette fin de vie, elle peut avoir différents types, on va dire. On peut avoir un matériel qui sera incinéré en fin de vie ou un matériel qui va être enfoui ou mieux, un matériel qui va être valorisé soit par recyclage, soit autrement. Juste pour mémoire, des fois on nous parle de valorisation énergétique, c'est ni plus ni moins que l'incinération. Ça génère du chaud. Alors les principaux métaux qu'on utilise pour fabriquer du matériel numérique, ils sont là. Je vous les ai juste, enfin c'est pas moi qui les fais, mais j'ai récupéré ça dans un livre de Philippe Biwix. Ils interviennent à différents endroits de nos matériels. Le lithium, par exemple, va évidemment venir composer les batteries, mais on va avoir de l'argent et du cuivre pour tout ce qui est conducteur, contacteur, etc. Du tantal dans les condensateurs. Donc, on a un certain nombre de matières qui sont soit des métaux précieux, soit des terres rares, soit des métaux rares. Et il en intervient un nombre plus que certain dans nos matériels
électronique et informatique. Donc dans un smartphone, vous voyez, on va trouver plein de choses, hein, de l'indium qui va venir sur la dalle tactile, mais qu'on va retrouver aussi sur l'afficheur LCD. La carte électronique contient aussi bien des métaux précieux que des terres rares ou des métaux rares. Et la batterie, elle contient du cobalt et du lithium, par exemple. C'est une petite partie de tout ce qu'on va trouver dans nos matériels. Si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, tous ces métaux rares et ces terres rares, en fait, ils vont être mélangés en proportion très faible dans des métaux qui sont plus abondants dans l'écorce terrestre. Du coup, ça représente une toute petite production annuelle. Hein. Comme c'est une petite production de manière très logique, ce sont des matériaux qui coûtent très cher. Et évidemment, ça a des propriétés magnétiques, catalytiques et autres qui sont extrêmement intéressantes. Et le problème, c'est que ce sont des matériaux qui sont non substituables. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas les remplacer par d'autres, pour l'instant en tout cas. L'autre caractéristique de ces métaux rares, c'est qu'ils sont indispensables aux énergies bas carbone et au numérique, parce qu'on va les retrouver dans les batteries, par exemple. Et puis, dernière caractéristique, c'est que la Chine a le quasi-monopole de l'extraction de ces matières-là. Pour plein de raisons différentes. On peut rentrer dans le détail plus tard si ça vous intéresse. Je vous redis, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat ou à lever la main. Si on regarde un peu les proportions, pour obtenir 1 kg de vanadium, ça on le trouve dans les batteries à flux, dans les moteurs des dispositifs médicaux, il faut traiter 8,5 tonnes de roche. Si je veux 1 kg de cérium, donc ça c'est une terre rare, c'est un lanthanide, c'est par exemple présent dans les filtres à particules, il me faut 16 tonnes de roche que je vais devoir traiter. Pour 1 kg de gallium, qui va dans les semi-conducteurs et dans les LED par exemple, j'ai 50 tonnes de roche à traiter. Et pour 1 kg de lutécium, c'est pareil, c'est dans les terres rares, il me faut 1200 tonnes de roche. Donc ça veut dire que quand même, il faut faire beaucoup d'excavations et beaucoup de traitements chimiques et autres pour obtenir ces kilos très précieux de matières premières. Alors, ça peut être dans les mêmes roches, ou ça peut être dans des roches différentes. Les gisements ne sont pas toujours au même endroit. Par contre, la caractéristique, c'est que c'est des toutes petites quantités qui sont dans une très grosse quantité de plein de trucs bien mélangés. Et ça veut dire du coup que quand tu as une mine qui permet d'extraire du gallium, tu ne vas pas forcément trouver du lutécium en même temps, malheureusement. Est-ce que ça répond à ta question du coup, Yves? Ok. Si on regarde d'un petit peu plus près l'industrie électronique, chaque année, on va consommer à peu près, donc ça je crois que c'est les chiffres de 2018. Oui, ça reste chinois. C'est pas toujours tout en Chine, hein. Il y en a en Amérique du Sud, il y en a à d'autres endroits, on va en reparler un petit peu plus loin. Pour l'industrie électronique, on consomme chaque année à peu près, c'était en 2018 je crois, 320 tonnes d'or, 7500 tonnes d'argent. 22% de la consommation mondiale de mercure et 2,5% de la consommation mondiale de plomb. Et si je considère juste les ordinateurs et les téléphones portables, j'ai presque 20% de la production globale de métaux rares, notamment de palladium, qui part dans ces fabrications-là, et 23% du cobalt. Et à ça, j'ajoute une quarantaine d'autres métaux. Donc vous imaginez, on a plus de 40 métaux dans un tout petit téléphone portable quand même. Hein. Évidemment, ça va générer des déchets également, on va en parler. Ah, j'ai perdu ma souris, du coup j'avance moins bien. Les lieux de fabrication. Alors on a à peu près 30% de nos matériels qui sont produits en Chine. Et le reste, alors est-ce que vous avez une idée de où on produit le reste? Peut-être pas. Ouais, en Afrique en partie et en Inde, effectivement. Et en Corée, on peut avoir des composants. Alors tout ça, ça va poser un certain nombre de problèmes. La première chose, c'est des problèmes de droit humain, puisque le droit n'est pas le même dans les lieux de consommation et les lieux de production. Et notamment, on observe du travail des enfants dans les mines et dans les usines. Alors je ne sais pas si vous aviez vu passer ça en juillet 2019, mais Samsung s'est fait épingler, justement parce qu'ils avaient une filiale qui faisait travailler les enfants et ils le savaient. Donc c'est un petit peu problématique. Avant eux, c'était Apple qui s'était fait épingler. Et enfin bon, chaque fabricant, ou beaucoup de fabricants en tout cas, ont malheureusement recours à ce genre de choses. Le deuxième point embêtant, c'est que ce sont des pays où il n'y a pas toujours une législation qui encadre la gestion de l'environnement.
Et donc du coup, l'extraction de ces matières premières est faite de façon plus ou moins libre, plus ou moins illégale, parfois légale, mais la loi étant ce qu'elle est, il y a moins de protection de l'environnement que ce qu'il y aurait par exemple si on faisait l'extraction en Europe. Ça va poser aussi un problème de responsabilité environnementale. Pourquoi ? Parce que quand moi j'achète un téléphone Samsung fabriqué par un enfant et qui contient du cobalt et extrait en Chine dans des conditions environnementales déplorables, finalement je me dédouane de la responsabilité écologique de ce téléphone. Elle ne m'incombe pas, elle incombe au pays qui a fabriqué le téléphone. Ce qui est un problème, c'est-à-dire que c'est une façon de déporter son empreinte environnementale. Par ailleurs, il y a aussi des problèmes de conflits armés. Par exemple, vous avez entendu parler de la guerre du Kivu, je pense, qui est une petite zone du Congo. Et au Kivu, il y a des mines de coltan. Et le coltan, c'est drôlement bien parce que ça vaut très cher d'une part, et puis ça permet de fabriquer des téléphones mobiles. Et donc, en vertu de ce truc-là, et pour récupérer les mines qui sont là, il y a des gens qui s'entretuent pour s'approprier le territoire du Kivu. Il n'y a pas que là qu'il y a des conflits armés, hein. Je vous parle de celui-là, mais il y en a d'autres. Et donc, on a aussi des transferts de pollution, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait d'acheter un téléphone en Europe ne fait pas porter sur l'impact environnemental de la fabrication de ce téléphone. Je ne suis pas sûre que vous ayez... Je pense que vous ne voyez plus mon écran, c'est bien ça? On ne voit plus ton écran, Emmanuel. Oui, il est en train de me dire... J'essaye de revenir. Je vais Alors, recharger attends, la session. Est-ce que tu es encore dans les... Ouais, je suis encore là, Oui, mais tu es attends, encore dans les dérailleurs. alors je vais recharger la session et je vais repartager. Vous êtes trop forts, Cyril et Yves. Vous avez réponse à toutes les questions. Alors je suis revenue, je vais repartager. C'est manifestement, il doit y avoir des soucis de débit, je ne sais pas à quoi ils sont liés. Je vous jure, je suis sur du fil. C'est pas possible de faire mieux. Voilà, je suis Ouais, là. on te voit, on voit la présentation. Voilà. Et donc du coup, c'est le lobby des télécoms. C'est sûrement ça, Cyril. Du coup, donc on a parlé de cette partie-là, extraction. Et on a dit, les mines, elles sont en Chine et elles sont en partie en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en partie en Asie, en partie en Afrique. Est-ce que vous savez quelle est la distance qu'a parcouru votre smartphone avant d'arriver dans votre poche, si vous avez un smartphone? Une vague idée, hein. 5000 km. Alors on peut parler en tour du monde si vous voulez. Un demi-tour du monde. Tu es très optimiste, Yves. 3 tours de la Terre. Ah, on s'en approche. C'est 4. Donc en fait, un smartphone, avant d'arriver chez nous, sur son lieu de consommation, il peut avoir fait jusqu'à 4 fois le tour du monde. Entre les lieux où il va être conçu, les lieux où on va aller fabriquer les principaux composants, le lieu d'extraction des matières premières. Et puis après, ça transite en avion aussi, une fois que c'est fini de fabriquer, parce qu'on fonctionne en flux tendu dans notre monde actuel. Parce que c'est sûr qu'il est très urgent d'avoir son smartphone tout de suite maintenant et pas dans 3 jours. Donc, 4 tours du monde. Et du coup, la question suivante, c'est, d'après vous, si je regarde la fabrication de mon matériel électronique, quel est l'impact le plus fort entre le transport, ces 4 tours du monde, ou bien l'extraction des matières premières qui vont composer mon matériel? Et je n'arriverai pas à vous tromper très longtemps, c'est l'extraction des matières premières. Alors pour ça, il suffit de faire un truc qu'on fait avec nos ET4 Info et avec d'autres. On fait une analyse du cycle de vie sur la fabrication d'un matériel électronique. Nous, on le fait avec les ET4 Info, on fait ça sur une liseuse. Mais en fait, l'extraction des matières premières dépasse de tellement fort le transport qu'on ne le voit quasiment pas dans les indices d'impact, ce transport. Ça se passe dans les mines, l'impact principal. Alors pourquoi? Parce que la roche est composée de plein de minerais qui sont agrégés et dans lesquels sont incorporés les métaux rares. Du coup, il faut utiliser des procédés chimiques et mécaniques pour les extraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire broyer la roche, ça veut dire utiliser des réactifs chimiques,
Ça veut dire ensuite dissoudre tout ça avec de l'eau, avec de la soude. Hein. Donc cette eau et ou cette soude vont venir ruisseler directement sur des acides. Hein. Pardon. Ensuite, on va séparer grâce à des solvants. Et puis, on va chauffer tout ça très fort dans certains cas pour pouvoir ensuite récupérer les métaux proprement dit. Si j'utilise juste la partie rinçage et purification, pour purifier une tonne de terre rare, il me faut 200 mètres cubes d'eau. Alors, juste à titre de comparaison, pour un foyer de 2 personnes et demie, on l'a dit, hein, c'est 120 mètres cubes par an d'eau qu'on utilise. Donc, c'est plus que votre maison, globalement, la quantité d'eau, juste pour une tonne de terre rare. D'accord? Et après l'utilisation, l'eau qui ressort de ces processus est chargée en métaux lourds et en acides. Et là, je vais vous rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure, l'extraction, elle se passe dans des pays où la législation environnementale n'est pas forcément aussi stricte qu'elle pourrait l'être, par exemple en Europe ou aux États-Unis, voire où on a l'habitude de contourner la législation quand elle existe. Le résultat, il est que cette eau, qui est chargée en métaux lourds et en acides, va pas être purifiée avant d'être rejetée dans la nature. Donc on va rejeter des produits chimiques directement dans la nature. On va stocker des déchets toxiques à ciel ouvert parce que certaines de ces matières vont être par exemple radioactives ou associées à des composants radioactifs. Du coup, on va venir empoisonner les nappes phréatiques, empoisonner les terres, rejeter des gaz toxiques, et tous ces gaz, après, ça va générer des pluies acides. Bref, c'est la fête. Juste pour vous donner un exemple de ce qui se passe, quelques photos de mines, de lacs rendus toxiques. Par exemple, ça, c'est à Baotou en Chine. Hein, ça fume, ça fait très envie. Mais aussi de ce qui se passe dans ces mines, hein, parce que pour pouvoir exploiter la roche, il faut la casser en petits morceaux. Et donc ça, on le fait faire à de la main-d'œuvre pas chère. Et puis, n'oublions pas qu'il y a d'autres endroits où c'est possible. Ça, c'est au Chili. Tu as un téléphone à revendre. C'est bien, il faut faire du réemploi. Donc voilà, je voulais pas vous déprimer complètement, mais ça, c'est dans quel état c'est du côté des mines. Hein. Et en plus, juste pour revenir là-dessus, là, c'est des mines de lithium. C'est dans le désert d'Atacama. Comme son nom l'indique, c'est un désert. Et les trucs là, les petites piscines, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui a été polluée. Donc on utilise l'eau très rare du désert pour extraire du lithium. Voilà, voilà, voilà. En conclusion, il faut savoir que l'industrie minière, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Alors, elle arrive derrière le recyclage des batteries au plomb, mais elle est devant les teintureries qui pourtant sont très connues pour être vraiment, vraiment très polluantes. D'accord? Alors, on a quand même quelques solutions, hein. Mais on va en reparler un petit peu après. Alors, le deuxième point sur la fabrication, c'est l'énergie que ça peut utiliser. Alors d'après vous, si je prends toute l'énergie qui va être consommée par un téléphone ou un PC, bref un terminal, peu importe, au cours de sa vie, c'est-à-dire en incluant la fabrication, la phase d'usage et la partie destruction, quelle est la part d'énergie que je vais pouvoir attribuer à la fabrication du terminal? À la louche. Alors, on voit qu'il y a des gens qui se sont renseignés. Oh, c'est petit ça. D'accord, 60%. C'est à peu près ça, on est entre 40 et 60% selon les lobbies, entre guillemets, ou les organismes qui ont fait ces calculs. Hein, c'est la partie droite du schéma, là, en fait. Ça, c'est la production des terminaux, donc ordinateurs, télé, smartphones et autres terminaux. Les autres, ça va être tout ce qui est objet connecté, par exemple. Donc, en fait, sur toute l'énergie qui est consommée, hein, dans tout le cycle de vie, on en a presque la moitié qui est consacrée juste à la fabrication. Alors, je vous dis que les chiffres sont variables. Et alors, le recyclage, Cyril, effectivement, n'a pas été évalué dans ce cas précis et c'est très, très difficile de l'évaluer parce qu'on va en parler dans la partie qui parle plus particulièrement des déchets électroniques. C'est très, très dur d'évaluer ce qui est réellement recyclé dans ce qu'on collecte. Mais donc là, on est juste dans l'usage. Enfin, usage et fabrication. Alors après, on trouve d'autres chiffres, on pourra en reparler.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que bon, effectivement, Yves, tu peux revendre ton téléphone, mais voilà, on a des façons de faire. On peut fabriquer, non, on peut choisir des fabricants qui soient un peu plus éthiques que d'autres. Je vous en ai mis un exemple, mais il y en a d'autres. Fairphone, par exemple, s'engage sur les filières dont sont issues ces matières premières. Il contrôle et il vérifie qu'il n'y a pas de travail des enfants et qu'il y a un minimum de respect des lois environnementales. On peut aller consulter le classement des fabricants que fait Greenpeace régulièrement. Alors, mea culpa, j'ai pas vérifié que le lien pointait vers un truc qui a été mis à jour. On peut choisir un matériel qui va être garanti plus longtemps, plus réparable, ou acheter le téléphone de Yves, donc acheter du reconditionné, histoire d'éviter une nouvelle fabrication. Une autre possibilité, c'est la location. Alors, je sais qu'il arrive qu'on dise que c'est une fausse bonne idée parce que en location, il peut y avoir des détériorations. En fait, concrètement, la seule solution face à l'impact de la fabrication, c'est de prolonger la durée de vie des matériels, d'acheter moins de matériel globalement, et puis de choisir finalement le fabricant qui nous semblera le plus éthique au moment d'acheter. Mais on a des solutions, on sait agir. Quand on a acheté notre matériel, il y a un certain nombre de choses. Il y a le fait qu'on va faire des calculs, qu'on va faire du stockage, des échanges de données. Tout ça, ça va consommer en fait de l'énergie. Alors, on ne va pas passer longtemps sur cette partie-là. Je voulais juste vous montrer hop, ce chiffre-là qui pourrait nous faire revenir sur la fabrication. Ça, c'est un chiffre qui vient de chez Green IT, donc c'est Frédéric Bordage principalement, qui nous donne les pourcentages de ressources entre utilisateurs, réseaux et centres informatiques, donc data center, centre de calcul, en fonction des postes d'entrée, donc énergie, gaz à effet de serre, eau et ressources. Sans surprise, en phase d'usage, on n'utilise plus de ressources. D'accord? Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on continue à utiliser de l'eau, ça sert au refroidissement notamment. Hein. Et en termes de gaz à effet de serre, regardez ce qu'on a pour la fabrication. On a 76% du total de l'énergie sur un cycle de vie. Alors pourquoi est-ce qu'on est sur ces chiffres-là en gaz à effet de serre en France sur la fabrication par rapport à l'usage? Est-ce que vous avez une idée? On n'est pas obligé d'avoir une idée. Hein. Est-ce que vous savez comment est générée l'électricité aux États-Unis ou en Chine? Quelle est la source principale? Qu'est-ce qu'on trouve beaucoup? Ouais, du charbon. Et ça émet des gaz à effet de serre, plein. En France, notre énergie est principalement nucléaire. Ça compte pas dans les gaz à effet de serre. Du coup, effectivement, la proportion là, et c'est pour ça qu'on a souvent des chiffres qui sont contestés, elle va être plus grosse pour la fabrication en France parce qu'en usage, on a une énergie qui est décarbonée. Je dis décarbonée, je ne dis pas dépolluée. Hein. Il y a une nuance qu'il ne faut pas oublier. Mais en tout cas, on a une énergie qui émet peu de gaz à effet de serre et du coup, la proportion de la fabrication augmente pour la France. Ça, c'est la partie usage, etc. Donc, on voit, on consomme un peu d'eau en usage, mais surtout de l'énergie. Quand on a fini d'utiliser notre matériel, notre équipement électrique et électronique devient un déchet d'équipement électrique et électronique, le fameux D3E. Forcément, les équipements électroniques, on en utilise de plus en plus. Hein. À votre avis, qu'est-ce qui contient le plus de capteurs entre votre voiture, si elle a moins de 5 ans, et votre téléphone mobile ou votre PC portable? Ouais, c'est la voiture. Et du coup, on se retrouve effectivement avec des matériels qui sont de plus en plus équipés et surchargés de capteurs. Forcément, plus il y a d'équipements électroniques, plus il y a de déchets. Donc on l'a dit, D3E, c'est déchets d'équipements électriques et électroniques, et ça suit une nomenclature très stricte qu'on trouve dans les textes de l'ADEME. Ça se répartit en 7 catégories différentes. Si vous vous intéressez à ça, on pourra y revenir. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la quantité de D3E qu'on génère, donc qu'on a généré entre 2014 et 2019. Vous voyez qu'on a fait plus 20% en 5 ans. Ok. Pense à garder un vélo, Yves. Et puis entre 2019 et 2030,
les projections à la chemise, ça dépend où elle est faite. Il y a des fabricants qui sourcent qu'en France. Entre 2019 et 2030, si on reste sur ce genre de choses, on va être à plus 39%. D'accord? Donc on sera à 74 millions de tonnes. Ça fait 9 kilos par tête par personne et par an. D'accord? Ça, c'est des chiffres qui viennent du Global E-Waste Monitor. La première version date de 2014. Ça s'appelait le rapport Baldé à l'origine. D'où ils viennent ces D3E? Eh bien, on a une répartition. Alors, les chiffres viennent toujours du même rapport. Le schéma, c'est moi et on le voit, c'est moins joli. Eh bien, ça vient des États-Unis, ça vient d'Europe, ça vient d'Afrique, d'Asie et d'Océanie. Et alors, ce qui est marrant, ça n'a pas grand-chose à voir. Je les ai mis côte à côte, mais c'est aussi pour qu'on ait une vue sur le résultat. En bleu foncé, c'est les millions de tonnes de déchets. Il y en a tout plein en Asie. Et en bleu clair, c'est les kilos par tête. Où on voit bien que les 9 kilos et des patates, c'est bien joli, mais par exemple en Europe, on est plutôt à 16 kilos par tête. D'accord? Donc en fait, on génère pas mal d'électronique. Qu'est-ce qui se passe pour ces déchets? Le premier scénario possible, c'est qu'on passe par une filière de recyclage officielle et agréée. Donc on va dans un point de collecte où on fait venir un spécialiste du déchet électronique. Très bien. Scénario 2, oups, on met ça dans la poubelle tout venant. Ne rigolez pas, ça arrive assez souvent. Le troisième scénario, c'est la possibilité d'une collecte qui soit faite hors filière, soit dans un pays qui n'a pas d'infrastructure spécifique, soit autrement. Et là, il y a un risque que le déchet électronique ne soit pas dépollué avant d'être démantelé. Hein. Donc ça peut être, alors le plus simple comme exemple, c'est qu'un réfrigérateur est un D3E et que si on oublie de retirer proprement les gaz qu'il compose, ils vont se répandre dans l'atmosphère et ils ne sont pas super bons pour la couche d'ozone. Il y a aussi un risque d'export et surtout, on ne peut plus tracer ces déchets. Le quatrième scénario, c'est toujours une collecte hors de la filière officielle, sans infrastructure de gestion de ces déchets. Donc en plus, ça part complètement en dehors des radars. Alors ça peut être l'achat de seconde main ou le don de seconde main, hein, c'est le téléphone de Yves ou sa chemise que j'ai racheté, mais ça peut être autre chose, un acheteur au poids que ça va intéresser de récupérer, ou ça me dérange, je vais le jeter quelque part dans la nature, ou bien c'est passé quelque part dans un tas de détritus sans que ça soit identifié et c'est incinéré. Donc ça, ce sont les 4 scénarios possibles. D'après vous, quelle est la proportion de nos D3E qui finit dans une filière de recyclage adaptée, c'est-à-dire le petit logo vert ici? Ouf, ça y est, Yves est ultra pessimiste. Alors, ouais, on approche des 17% dans le monde qui passent par cette filière classique, correcte. Le reste, ça va finir soit dans une poubelle, soit ça va finir dans des filières de trafic ou en décharge à ciel ouvert. En France, on est un peu plus haut, on est à 40%, Pascal. Alors, on va en reparler. Juste pour vous donner, je pense que vous la connaissez, celle-là. C'est une décharge à ciel ouvert qui est au Ghana. Il y en a d'autres ailleurs. Il faut savoir que c'est pas juste esthétique. Hein. Toutes ces choses-là sont démantelées par des gens qui sont sur la décharge pour récupérer les matières premières qui sont précieuses en fait. Hein. Et il y a des eaux de ruissellement et donc tout ça, ça va polluer très fortement. Le taux de recyclage par continent, Pascal, ça va répondre à ta question. Alors, je vous ai juste remis à côté d'où viennent nos D3E. Et le taux de recyclage, en Amérique, on atteint 10%. En France, on est un peu plus de 40%. En Afrique, on est très bas. En Asie, en Océanie également. J'ai laissé volontairement trop de recyclage. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une façon de nous dire qu'on recycle. En réalité, c'est un taux de collecte. C'est-à-dire qu'en France, notamment, on est un peu plus de 40% de collecte des D3E. Mais ce n'est pas le réel taux de recyclage, c'est-à-dire qu'on n'a pas 40% de recyclage de tout ce qui est déchets électroniques. Donc on collecte en Europe, on est à un peu plus de 40% de collecte réelle, c'est-à-dire de passage par des filières officielles. Ensuite, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'on recycle vraiment? Donc c'est réglementé tout ça, hein. Je vais le passer un peu vite, histoire qu'on ne soit pas trop en retard. Je n'ai pas surveillé l'heure du coup. Comment ça se passe en France?
il y a des équipements trop petits qu'on ne va pas prendre en compte. Tout ce qui est petit capteur, et malheureusement, c'est ce qui est de plus en plus nombreux. Il me reste 10 minutes, Max. Je vais me dépêcher. Il faut se souvenir que légalement, le propriétaire reste responsable de son déchet électronique. Donc, c'est hyper important de passer par un éco-organisme agréé. En ce moment, par exemple, pour les D3E professionnels, il y en a un seul qui est agréé. Pourquoi c'est important de passer par eux? Parce qu'on a nos déchets qui sont tracés et que normalement, du coup, cet éco-organisme est en charge de contrôler la façon dont tout est démantelé et il est capable de nous dire où on finit nos déchets. Ça veut dire que je ne peux pas retrouver à Accra le PC qui vient de mon labo, si je m'en suis débarrassée en passant par la filière agréée. Le problème, c'est que même quand on passe dans ces filières-là, on en a une partie qui n'est pas négligeable, qui va être enfouie au lieu d'être recyclée. Alors, est-ce qu'on sait recycler les métaux qui composent nos ordinateurs et nos mobiles? Ça, c'est le taux de recyclage des métaux. Ça, c'est les métaux qu'on utilise dans les matériels électroniques. Alors, en bleu, je sais que c'est tout petit. C'est un peu plus, c'est plus de 50%. En vert, c'est 25 à 50%. En orange, ça commence à faire peur, on sait recycler seulement 10 à 25% des matériaux. Et après, c'est le rouge, là, c'est moins de 1%. Je ne sais pas recycler à plus de 1% ces trucs-là. Il y a des problèmes scientifiques et puis il y a d'autres problèmes derrière. Pourquoi est-ce que je ne sais pas recycler une partie des métaux qui interviennent dans les matériels électroniques? C'est des toutes petites quantités. On ne sait pas du coup les séparer du reste des métaux. Voilà, du coup on a un effet de dispersion, on perd le matériau. C'est superposé et entrelacé sur les cartes et dans les composants. Du coup, c'est très difficile de reséparer parce qu'on ne peut pas utiliser les mêmes procédés que pour l'extraction. L'autre problème, c'est que en fait, ça coûte cher. Et ça coûte trop cher pour que les fabricants aient envie de passer par là. C'est-à-dire que le coût d'une tonne de matière première recyclée est plus élevé que le coût d'une tonne de matière première native. Les fabricants, ils ont vite fait le calcul, ils ne prennent pas de recyclé. D'accord? Et puis, quand on a des alliages, il faut désallier tout ça. Et le problème, c'est que ça nécessite du chauffage, ça nécessite du sel, ça nécessite des actifs chimiques. Tout ça, malheureusement, c'est coûteux en argent, mais c'est également très coûteux pour l'environnement. Résultat, le bilan environnemental même du recyclage est douteux. Ne revends pas ta voiture, Yves. Et la dernière question qu'on peut se poser, donc je pense que là, il va vraiment falloir que j'accélère, c'est comment ça se fait qu'on se débarrasse de nos matériels électroniques aussi vite? Est-ce que vous savez quel est le taux de remplacement d'un téléphone portable en France? Alors, Pascal, tu es très pessimiste. Non, non, voilà. Alors, on est entre la suggestion de Pascal et la suggestion de Sophie. Cyril est un héros, il a le sien depuis 2014. C'est 1,6, donc une année et demie, entre une année et 2 années. Donc, ça va très, très, très vite. Qu'est-ce qui fait qu'on remplace? C'est l'obsolescence du matériel. L'obsolescence, c'est lié à l'usure normalement, c'est-à-dire que le matériel perd de sa valeur parce qu'on l'use. Et bien là, on a un truc assez spécifique dans le cas du numérique, c'est qu'on a un phénomène d'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'on raccourcit volontairement la durée de vie ou d'utilisation du matériel. Il y a plein de types d'obsolescence possibles. Je ne vais pas vous parler des bas nylons, je pense que vous connaissez cet exemple-là, il est très habituel. En fait, pour rendre obsolescent un matériel numérique, il y a plein de choses. On peut rendre la réparation plus coûteuse que le remplacement. On peut se débrouiller pour qu'il n'y ait plus de composants disponibles. On peut se débrouiller pour arrêter le support des logiciels. Ou alors, les logiciels développés deviennent des obésiciels, ce qui fait qu'ils ne sont plus compatibles avec nos vieux matériels. Et puis, il y a un type d'obsolescence qui est intéressant et qui marche très très bien dans le cas des smartphones, sauf si c'est Cyril. C'est l'obsolescence psychologique. On parle aussi d'obsolescence esthétique ou culturelle. Ça revient à vous faire comprendre que votre matériel ne vaut plus rien et que vous valez bien mieux que ça et qu'il faut absolument changer. Et la meilleure des obsolescences, à mon sens, c'est l'obsolescence écologique. Ça revient à vous dire, il vous faut absolument un Fairphone parce qu'il est fabriqué de façon éthique et écologique. Et encore que le terme écologique dans ce cas précis est un petit peu galvaudé. Et donc, on va vous pousser à changer de matériel pour un qui va consommer moins, par exemple. Ce serait une erreur dans le cas du matériel informatique, tout simplement parce que c'est la fabrication même qui est le plus gros impact. D'accord? On a quand même des solutions pour ça.
La meilleure des solutions, on l'a vu, c'est de prolonger la durée de vie. On peut le faire de plein de façons. Acheter des extensions mémoire, réparer le matériel, favoriser le réemploi, acheter des téléphones, des ordinateurs, des tablettes de seconde main, se débrouiller pour que quand on se débarrasse d'un pool de machines dans un labo parce que c'est trop compliqué à maintenir, ces machines, toutes les machines qui sont fonctionnelles, finissent dans un pool de machines qui sera réutilisé ailleurs. Il existe des associations qui assemblent des machines avec des D3E qu'elles récupèrent, par exemple. Et surtout, quand le matériel est hors d'usage, donc non réparable, s'assurer qu'on passe par la bonne filière. Surtout aussi, le plus important, c'est de se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin du matériel que je veux acheter et de quel matériel j'ai vraiment besoin. J'ai mis un certain nombre de pointeurs. Je pourrais transmettre, peut-être Corinne, je t'enverrai mes slides pour que ce soit, enfin, je te mettrai à télécharger mes slides pour que ce soit plus facile. Tout ce qui est reconditionnement, achat raisonné, etc. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est qu'il est passé en février, je vais peut-être y arriver, voilà, une loi qui nous donne un indice de réparabilité pour les équipements électroniques. Ça oblige les fabricants à afficher le taux de réparabilité. C'est hyper important et il faudra en tenir compte dorénavant pour l'achat des matériels. Il y avait une proposition qui consistait pour cette loi en particulier à prolonger la durée de garantie légale. Et cette proposition, malheureusement, a été rejetée. Mais ce serait clairement une très bonne chose, c'est-à-dire obliger les constructeurs à garantir sur plus de 5 ans leur matériel, de façon à ce qu'on ne soit plus obligé de changer rapidement. Et donc le 8 mars, il y a la loi climat, lundi, qui va être présentée et qui n'a pris en compte, pour l'instant, en tout cas dans la proposition initiale, aucun des impacts du numérique sur l'environnement, sachant que je ne vous l'ai pas dit, mais en termes de gaz à effet de serre, c'est l'équivalent des déplacements en avion actuellement. Voilà, juste en même temps que la journée des... Oui, en même temps que la journée des droits des femmes. Je ne sais pas s'il faut y voir un lien. Juste, si on veut aller plus loin, on peut s'acheminer vers ce qu'on appelle la sobriété numérique. Donc ça revient à ralentir, réfléchir à nos usages du numérique, mais aussi à nos besoins, mutualiser les matériels quand c'est possible. Ici, on a la chance d'avoir des centres de calcul qu'on sait mutualiser. Et puis avoir un usage très raisonné. Je n'ai pas parlé de ce qui se passe en usage parce que je pense que vous commencez à avoir plein d'informations, mais si c'est pertinent, je veux bien vous faire une présentation là-dessus plus tard. Et puis réduire nos usages, notamment en 4G, et bientôt en 5G. Penser à éteindre tout ce qui consomme et essayer de mettre à la mode tout ce qui est low-tech. Alors dans la fin de la présentation, je vous le montre juste rapidement, c'est pour ça que je vous ferai passer la présentation. Il y a une mine de choses à lire, à regarder si vous voulez vous renseigner plus. Voilà, j'ai déjà débordé, je pense. Est-ce que vous avez des questions, des réactions Merci Emmanuel, merci. Tu n'as pas tellement dépassé parce qu'il y a eu des interruptions impromptues. Grâce à ma box. Oui, moi j'avais une question, puis après je laisserai les autres personnes poser toutes leurs questions. Tu as un peu mis un peu sur la même égalité tous les matériaux, comment dire, tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleïev en termes de coût environnemental. Mais non, c'est pas le même, on est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pour le recyclage, ce que tu es en train de montrer. Mais en termes d'extraction, est-ce que c'est un peu le même problème, c'est-à-dire que les terres rares s'extraient plus difficilement. Est-ce qu'elles sont plus coûteuses en termes environnementaux? Totalement, oui. Les terres rares, les métaux rares sont bien plus coûteux pour l'environnement. Parce qu'il y a tous ces procédés, comme en fait, ils sont très peu... il faudrait que je retrouve le slide, mais ils sont très peu présents en termes de concentration. C'est-à-dire qu'il y en a un peu partout dans la croûte terrestre. Mais en fait, pour les extraire, il y a plein de procédés que tu n'auras pas sur un filon. Un filon bien propre d'or, c'est beaucoup moins coûteux, on va dire, à extraire que ces filons-là qui sont très très mélangés. Et en fait, la caractéristique de ces terres rares ou de ces métaux rares, c'est qu'ils sont vraiment mêlés aux autres.
Donc ça, effectivement, c'est bien plus impactant. Et malheureusement, c'est ce dont on n'en a pas besoin d'une grande quantité, mais au final, on en extrait de toute façon au niveau mondial très peu chaque année. Et l'impact de l'extraction, même d'une tonne, est énorme. Voilà, surtout qu'en plus, effectivement, on ne sait pas bien les recycler. Et j'ai pas remis, mais effectivement, j'avais un slide, je voulais raccourcir, qui indique le niveau de finitude de ces ressources. Et en plus, ce sont des ressources pour lesquelles on voit une échéance à très très peu de temps en fait. Hein. En 2050, il y a certains filons qui seront épuisés ou en tout cas qui seront tellement peu concentrés qu'on ne saura plus les extraire correctement. Oui, d'accord. Voilà, voilà, c'est très optimiste. Il y a d'autres questions? Blandine? Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Là, pour rebondir sur la question que vient d'être posée, c'est vrai que les terres rares sont utilisées, enfin, il y a des mines par rapport à ça, mais comme ils sont présents aussi partout, pourquoi les mines de métaux plus concentrés ne cherchent pas à récupérer les terres rares qu'il y a dans ce qu'ils ont aussi, puisqu'ils font déjà un process de traitement de minerais. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il y a des filons un peu partout, plus ou moins concentrés. Il y a un problème financier, d'une part, c'est-à-dire que s'il y a une faible concentration, c'est pas rentable financièrement. Et d'autre part, par exemple, en ce qui concerne les terres rares, il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises, on avait une filière d'extraction en France. Je ne sais plus si c'est sur la Manche ou sur la du côté de la Normandie, mais en tout cas, dans les années 70, il y avait des filières d'extraction. Et en fait, assez vite, on s'est aperçu que ça avait un impact environnemental non négligeable. On rejetait ces eaux polluées dans la mer. Et il y a eu des levées de boucliers, des gens qu'on appelle les écolos. Et du coup, il s'est passé un truc qu'on voit assez souvent en fait dans les pays qu'on appelle des pays développés. On s'est dit, bah non, mais ça finalement, on n'en veut pas chez nous. Et donc, on est allé voir et on s'est aperçu qu'en Chine, il y avait aussi des filons qui étaient à peu près concentrés comme ceux qu'on a nous ici. Et on a aidé la Chine à développer son extraction de ces matières-là. C'est-à-dire qu'au final, on a dit, bah, la pollution, elle ne va pas être chez nous et on va l'envoyer ailleurs. Donc il y a aussi ça avec ces extractions de terres rares ou de métaux rares, c'est qu'en plus, comme c'est très polluant, on ne veut pas les avoir n'importe où. Et c'est pas forcément rentable si la concentration n'est pas suffisante. Donc c'est pour ça qu'on se concentre, entre guillemets, sur des zones où on sait qu'il y en a un peu plus. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors toi, Emmanuel, bien sûr, tu ne votes pas pour le 5G. Pour la 5G. Non, je ne vote pas trop pour la 5G. Alors, bon, il y a des applications qui seraient intéressantes, hein, mais il y a des choses dont on pourrait parler qui sont par exemple l'effet rebond. Donc l'effet rebond, c'est un truc qui s'appelle, de son nom scientifique, le paradoxe de Jevons. C'est quelque chose qui a été montré scientifiquement, c'est-à-dire que si je crée, alors prenons un exemple informatique, je crée une application qui utilise moins de batterie, donc moins d'énergie que les précédentes. On pourrait se dire, du coup, l'utilisateur va être drôlement content parce que sa batterie va durer plus longtemps. En vrai, non, l'utilisateur est drôlement content parce qu'il peut utiliser 2 fois plus d'autres choses. Oui. Et donc ça, c'est un phénomène d'effet rebond. Et on sait déjà qu'avec la 5G, on va avoir ce phénomène-là. Puisque finalement, la 5G, elle va certes être compatible avec tout ce qui est 4G, 3G, 2G. Ça, c'est dans les normes, hein, c'est une obligation. Par contre, vous avez tous déjà vu là à Noël les pubs qu'on avait pour les forfaits 5G. Et puis, il y a une petite astérisque à côté du forfait 5G, là, avec tous les gigas qu'on vous propose et la vidéo 4K, qui vous dit que c'est sous réserve de matériel éligible. Donc, ça veut dire que si je veux bénéficier de la 5G, je dois changer de matériel, je dois changer de téléphone, de tablette, etc. Et puis, dans tout ce qui est fonctionnement de la 5G, en fait, c'est des ondes plus courtes que la 4G. Alors, ça peut avoir un effet bénéfique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'un bâtiment, je ne capte pas la 5G si j'ai décidé de ne pas mettre de répéteur. L'inconvénient, c'est que si je veux capter la 5G, je vais multiplier le matériel, puisque j'aurai des antennes extérieures qui ne porteront pas à l'intérieur des murs si je ne mets pas de répéteur.
Donc ça va augmenter très fortement en fait le matériel. En Chine, les premières études sur le déploiement de la 5G, au départ, ils étaient partis en disant que les antennes 5G consommaient moins que les antennes de 4G. Donc ça, c'était étudié pour au départ, mais au final, la mise en veille ne fonctionnait pas vraiment, puisque finalement, les gens passaient leur temps à consommer plus. Et ils sont aboutis au fait que la 5G consommait 2 fois plus que la 4G. En énergie seulement, hein. Je ne parle même pas du débit et de... Et effectivement, on n'a pas le recul sur la santé non plus. Alors ça, je me suis moins documentée, hein, mais d'un point de vue matériel, déjà, j'ai tendance à penser que c'est une aberration, sachant que il va aussi y avoir un effet d'emballement, puisqu'on va avoir tout ce qui est IoT qui va se développer très fortement avec l'accès à la 5G, parce que pour l'instant, ils ne peuvent pas. Mais dès qu'on aura la 5G déployée partout, ça va être Byzance. Et il y a cet effet, effectivement, sur la santé qu'on n'a pas du tout évalué. C'est ce que dit Cyril dans le chat. Et effectivement, il faut plus d'antennes parce qu'elles portent moins loin. Je crois qu'il y a Blandine qui voulait parler. Oui, J'ai une autre question aussi. Bon, par exemple, moi, j'ai une voiture qui a entre 25 et 30 ans, je ne sais même plus exactement. Et on voit beaucoup, on se dit, tiens, il faudrait changer de bagnole et tout ça. Mais à aucun endroit, je ne trouve quel est le coût environnemental de la fabrication de cette voiture. On voit le coût environnemental de la consommation au kilomètre ou des choses comme ça, mais le coût de la fabrication pure, on ne le trouve pas. Et c'est pareil là pour tout ce que vous dites sur tout le matériel électronique et tout ça. C'est pareil, il faudrait qu'on ait une sorte, quand on a comment on appelle ça, les étiquettes, je sais pas quoi, Les étiquettes de Nutri-Score pour consommation. les machins, faudrait un truc de fabrication, combien ça a coûté à la planète de fabriquer cette bestiole avant de pouvoir l'acheter. Mais je suis totalement d'accord. Ça fait partie des choses qu'il faudrait mettre en place. C'est-à-dire qu'effectivement, le coût de fabrication pour l'environnement d'une voiture récente qui serait blindée de capteurs, c'est monstrueux. Moi, je ne sais pas l'évaluer parce qu'en fait, il faudrait désosser une voiture récente complètement pour identifier où il y a des capteurs, ce qu'il y a dedans. Les ordinateurs, maintenant, elles sont carrément équipées d'ordinateurs pour certaines. Donc oui, il y a un coût environnemental qui est carrément pas négligeable. Sachant que en plus on a là aussi des phénomènes d'effet rebond au niveau des voitures, puisque dans les services R&D actuellement, ce qu'on essaie de faire, c'est des voitures de plus en plus légères. Donc ça c'est cool en fait. Théoriquement, ce serait bien parce que ça diminue la consommation d'énergie. Mais qu'est-ce qu'on voit se développer à côté? C'est ces énormes voitures, là, des SUV, qui du coup profitent de l'allègement de carrosserie pour avoir des trucs plus gros, qui consomment du coup autant qu'avant. Donc oui, je suis totalement d'accord. Il faudrait un indicateur. Il me semble, de mémoire, que ça faisait partie des propositions de la Convention citoyenne et ce serait important de pouvoir avoir cette information. Pour l'automobile, Emmanuel, je ne suis pas tout à fait convaincue par ce que tu dis, parce que je crois qu'il y a des normes globales sur le véhicule, c'est pas par matériaux. Et moi, il se trouve que j'interagis beaucoup dans le cadre de la filière apprenti matériaux avec des industriels de Renault, de l'automobile, Renault, Peugeot, tout ça. Et ils étudient l'allègement de matériaux et ils ont vraiment cette contrainte qui va bientôt arriver de normes de pollution globale, d'émissions de CO2 sur l'ensemble du véhicule. Donc, alors, ce que je sais pas, il faudrait le voir. Ça serait hyper intéressant de savoir si dans ces normes émissions de CO2, il y a aussi le CO2 émis lors de la production de tout ce qui est capteur et électronique. Mais par contre, on l'a vu tout à l'heure, si on parle en termes de CO2, on est très restrictif, en particulier pour tout ce qui est numérique, puisque l'extraction première... Mais en termes de poids, je disais, en termes de poids, je pense oui, pas en termes de poids, oui. Attention à ça. On peut espérer effectivement qu'avec les dernières normes qui arrivent là, il y aura une contrainte sur effectivement le fait que il faut que la voiture soit moins énergivore, consomme moins d'essence, quel que soit son gabarit. Ça, c'est sûr. Oui. Eh bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi nos spectateurs.
Je pense que tu as répondu à beaucoup de questions par ta présentation elle-même, Emmanuel. Il y a plein de questions qui m'ont piégée, mais je vois que nous avions des experts dans l'assemblée. Bon, j'espère que j'ai pas trop déprimé tout le monde. Mais écoute, ça va certainement permettre de réfléchir, hein. Il y a peut-être pas que Yves qui va revendre tout. On va y songer nous ce soir aussi. En tout cas, merci à tous. Merci Emmanuel en particulier. Merci à vous. Cette présentation a été enregistrée et elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Polytech, comme pour les autres séminaires de ce genre.